Tadjahao, bonjour tout le monde. Merci d'être avec moi pour ce nouvel épisode sur la littérature française. C'est déjà le 10e les amis. Franchement, merci d'être là, de liker, de commenter, de partager les vidéos. Ça me met vraiment du baume au cœur de voir votre intérêt pour la littérature française et pour mes singeries aussi. Je profite de ce 10e épisode pour faire un petit point. Je sais que pas mal d'entre vous veulent de la poésie. Ne vous en faites pas, ça va très vite venir. Il y aura bientôt un épisode sur Baudelaire, sur de Musset et sur les poètes surréalistes aussi. Je vais commencer à faire des vidéos sur des sujets un petit peu différents aussi, par exemple la chanson, le cinéma ou encore le journalisme, peut-être. Et je vais commencer aussi à vous parler d'auteurs et de livres dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais qui ont eu une importance pour la culture française ou sur moi plus personnellement, si ça vous intéresse bien sûr. Tout ça pour dire qu'il y en a encore beaucoup à venir, donc continuez à nous soutenir. Allez, on arrête le blabla et on commence cette vidéo sur les mouvements littéraires en France. Dans les vidéos précédentes, il est arrivé que je vous balance des mots comme absurde, romantisme, réalisme. Tout ça, ce sont des mouvements littéraires. Selon les époques, les artistes et les intellectuels ont eu tendance à se rassembler selon des idéaux, des visions ou des philosophies communes. Les mouvements se sont suivis, ont parfois cohabité ou se sont clairement affrontés, chacun avec leurs grands héros et leurs détracteurs. Tous les auteurs ne sont pas forcément classables dans une ou l'autre de ces catégories, mais cela devrait déjà bien vous aider de les connaître. Enfin, quand je dis les connaître, on va voir les 7 plus importants, ou 8 peut-être. Non, 7. Ouais, bref, on verra. Le premier sur la liste, c'est l'humanisme. En Europe, l'imprimerie est apparue dans la deuxième moitié du XVe siècle, ce qui a permis à la littérature de prendre son essor. Il y a eu d'autres grands événements, comme la chute de Constantinople en 1453, qui ont amené un grand nombre de changements aussi. Au niveau culturel, cela s'applique par un retour aux valeurs de l'Antiquité qui place l'homme au-dessus de tout. Au-dessus des dogmes, au-dessus de Dieu, au-dessus de la nature. On voit donc un retour en force des sciences, de l'éducation et des langues anciennes. Les intellectuels de l'époque étudient le grec ancien, l'hébreu parfois, et bien sûr toujours le latin. Bon, comme vous pouvez vous l'imaginer, on parle surtout des classes hautes de la société. C'est un mouvement qui a foi dans les capacités de l'homme à s'épanouir. En France, cela se passe surtout au XVIe siècle, et parmi les plus grands noms de ce mouvement, on retrouve Montaigne et Rabelais. Au XVIIe siècle, il y a le premier clash littéraire. Deux mouvements vont se suivre et s'affronter tant dans leur style que dans leurs idéaux. Le premier, c'est le baroque, qui met en avant l'imagination, le changement, l'irrégularité. On ne suit pas de règles, on invente dans les œuvres baroques. Et on y retrouve des auteurs marquants comme Corneille ou Malherbe. En opposition, on retrouve le classicisme dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, et globalement, c'est tout l'inverse. Le classicisme, qui prend son essor sous Louis XIV, recherche la clarté, la beauté antique. Il suit des règles très précises. C'est avant tout un mouvement esthétique. Mais pas que. On y retrouve Racine, Malherbe, je l'ai pas déjà dit lui? Ah ouais, il fait partie des deux en fait, c'est pas mal ça. Mais aussi Molière, Pascal, Lafayette, La Fontaine, La Bruyère, La Rochefoucauld. Ça fait beaucoup de là quelque chose ça, non? Au XVIIIe siècle, on arrête de plaisanter. Il n'y a plus de Louis XIV pour tenir la baraque debout, et globalement, comme les choses se passent pas très bien pour la France, on remet tout en question. C'est le siècle des Lumières, où l'on privilégie la raison, la recherche du progrès, la tolérance et la liberté individuelle. On y retrouve la patte de Descartes et la pensée de Montaigne, mais ce sont avant tout Voltaire, Montesquieu, Diderot et Rousseau qui porteront les couleurs de ce mouvement. Même si Rousseau ira un petit peu à contresens par moment. Bon, clairement, la fin du XVIIIe siècle, elle pue. Non, vraiment, elle est pas jolie. L'idée de la révolution, elle est pas mal, mais alors la suite, Donc au niveau intellectuel, on remet encore une fois en question tout ce qui a été dit. La raison de la philosophie des Lumières, c'est bien beau, mais peut-être qu'il y a autre chose. Et cette autre chose, les auteurs la trouvent dans le romantisme, qui se caractérise par une exaltation des sentiments, de la sensibilité. On se retourne à nouveau vers la nature, vers l'art. On a de très grands noms de la littérature française dans le mouvement romantisme. Mais à leur tête, c'est bien entendu Victor Hugo, suivi de Lamartine, de Musset, Sand ou encore Chateaubriand. La deuxième moitié du XVIIIe siècle verra l'avènement du réalisme, qui est une réponse au romantisme et qui donc va à l'encontre de celui-ci. Plus question d'idéal et de lyrique. Les auteurs sont là pour représenter la société telle qu'elle est réellement, et sans subjectivité. C'en est presque du journalisme d'ailleurs.
C'est moins attrayant, plus pessimiste, mais c'est beaucoup plus populaire. Ce mouvement fut porté par Stendhal, Maupassant, Flaubert et Balzac. Par la suite, ce mouvement va devenir le naturalisme, qui se veut encore plus objectif. Pour cela, les auteurs vont faire un vrai travail de recherche avant et pendant l'écriture. Si le réalisme est proche du journalisme, le naturalisme, lui, c'est presque une revue scientifique. Et clairement, le chef de rang de ce mouvement, c'est Zola. À partir de là, ça part un tout petit peu en sucette. En réaction au réalisme, au naturalisme et aux autres mouvements liés, apparaît le symbolisme, qui met en avant l'idée que notre monde est en fait le reflet d'un autre, invisible et plus spirituel. Les auteurs de ce mouvement utilisent l'image et la suggestion pour donner des symboles de ce monde caché. C'est un mouvement surtout poétique, mené en partie par Verlaine et Rimbaud. Dans la première moitié du XXe siècle, les auteurs iront encore plus loin avec la création du surréalisme. On parle là de toute une génération d'auteurs complètement écœurés par la Première Guerre mondiale, qui vont tout faire pour se révolter contre les règles de la littérature classique. Ce mouvement, mené par Breton, Éluard, Aragon et d'autres, refuse la logique et se penche plutôt sur l'irrationnel, sur l'absurde. On y parle beaucoup de rêve, de folie, parfois de la bonne folie, comme celle qui naît de l'amour, et surtout on se libère des codes de l'écriture. Bon, et comme une deuxième guerre mondiale passe par là, les intellectuels deviennent pour la plupart encore plus pessimistes et créent le mouvement de l'absurde, qui parle de la condition de l'homme, faisant de lui un pantin incapable de comprendre ou de donner du sens à sa vie. Apparaît aussi l'existentialisme de Sartre, qui dit que l'homme doit trouver un sens rationnel à sa vie, mais que cela est complètement impossible. Bon après, Sartre il a aussi dit que l'existentialisme, c'est un humanisme. Et si vous ne vous souvenez pas exactement de ce que c'est, je vous renvoie au début de la vidéo. Pouf, c'était une sacrée vidéo, hein. Et encore, on en a laissé pas mal de côté. Des trucs comme la Pléiade, la Parnasse, le nouveau roman et j'en passe. Ce n'est pas un sujet facile, surtout en quelques minutes, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo à nouveau. L'important, c'est de voir que ces mouvements littéraires sont apparus aux réponses aux problèmes de la société de l'époque, mais toujours en gardant en leur centre l'humain. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la littérature française, je vous retrouve très bientôt pour une autre. En attendant, prenez bien soin de vous. A plus, 再见!